le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour le Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse? Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a un très bon raconteur de bonnes histoires en la personne de Charlie Niobé. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. J'avais pas le choix, vous m'avez menacé donc. Alors avec nous autour de la table, il y a Joanie. Oui, bonjour. Bonjour, Johnny. Alors Charlie Niobé, comment on pourrait te présenter pour les auditrices et auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Écoutez, présentez-moi comme vous voulez. Moi, je suis simple. Humoriste, Humoriste. acteur, Acteur maintenant, et bien évidemment, c'est important de préciser. oui. Musicien aussi. Musicien, musicien à mes heures perdues quand je suis à un rendez-vous. Ah, tu pianotes un peu quand même. Ouais, je pianote des fois quand je. Ah, tu sais, quand les impôts viennent, frère, je te jure, je pianote fort. Hein. Je te jure. Chanteur aussi. Ah, c'est ça, ouais. Ah, il a une bonne voix, on va en parler après. Il y a un mais petit truc, ouais. Il y a quelque chose. Les sports de combat aussi, toujours. Toujours, ça, Ouais. on n'arrêtera jamais. Charlie Avenger, faut pas s'embrouiller avec lui. Non, je suis gentil. Surtout si t'es pickpocket. Ah, ils sont où? Ah. Bon, on va y venir. Alors, déjà, on va commencer un peu avec une anecdote, un peu une actu. Il y a le film Le Secpa qui va sortir là incessamment sous peu, là, en avril, c'est ça? C'est ça. Réalisé par Hakim et Ali Bougueraba. Effectivement, donc il sort le 20 avril. D'accord, donc on peut te fait- voir dedans. Oui, on peut me voir beaucoup dedans d'ailleurs. Ouais. Un peu trop. Même moi, frère, c'est abusé, je suis trop dans le film, non? C'est pas possible. Non, il sort le 20 avril et tout. Franchement, je suis content. On a attendu parce que on avait peur de pas le sortir le film parce que on a perdu des partenaires, tu vois, parce que le projet c'était avant le Covid et il y avait trop de partenaires parce qu'on est quand même la première web série en Europe qui a accumulé le plus de vues c'est magnifique, tu vois. Bravo. Et de rien, on fait notre métier, tu connais. Combien de millions de vues déjà sur On a Internet 270 millions de vues sur YouTube. Ah ouais. Je pense que c'est important de préciser pour les auditeurs, du coup, qu'à la base, c'était une série, justement. À la base, c'était une série, voilà. On va en parler à ça un peu plus en détail, mais juste je voulais revenir un peu sur une actu, c'est qu'il y a eu un tollé qui a été suscité auprès de certains enseignants. Ils ont même fait des pétitions. En fait, ils critiquent le message qui serait délivré par le film. Et toi, je voulais savoir un peu ton point de vue là-dessus, parce que j'ai vu que Jean Rachid, qui est un des producteurs, a réagi par rapport à ça. Mais toi, je voulais savoir en tant qu'acteur, comment tu as réagi à cette polémique. Ça m'a brisé, quoi. Ça m'a bouleversé, j'étais pas bien. Oh là là. Non, franchement, les mecs, ils se permettent de balancer une polémique dans un film qu'ils ont même pas vu. C'est ça qui est magnifique, en fait. C'est magnifique de sortir une polémique là, mais non, alors qu'on a fait 270 millions de vues sur YouTube, il y a personne qui n'a jamais réagi, et c'est aujourd'hui parce que Cyril Hanouna, il a posté sur Twitter qu'il était en coprod, et immédiatement, il y a un prof qui est en galère depuis des années, donc apparemment un prof le SECPA, qui a écrit un pavé carrément sur Twitter en mode ouais, je suis scandalisé, ils sont en train de stigmatiser toute une classe, l'avenir de la France. Et d'ailleurs, je vends des livres si ça vous intéresse. Ouais, frère, vends tes livres, c'est mieux, quoi. Tu vois, il est en galère. En fait, c'est un mec qui avait écrit les livres depuis longtemps et personne ne le calculait. Et je trouve ça quand même con de parler de faire une polémique là-dessus, alors que ça fait des années qu'on est sur YouTube et on n'a jamais entendu parler de ce monsieur, en fait. Tu vois. Il est prof de SECPA que pendant le poste de Cyril Hanouna, quoi. Tu vois. Mais apparemment, il a découvert qu'il était prof de SECPA. Mais non, je crois que ça fait 6 ans qu'on est sur YouTube, il y a eu aucune polémique, quoi. Vous avez eu des retours d'ailleurs de profs SECPA par rapport à... On a eu des retours, beaucoup de profs de SECPA qui disaient, j'ai découvert votre série, par les élèves, des fois on rentrait en cours, et même une prof qui nous avait dit, que des fois elle rentrait en cours, et diffusait, quelques épisodes de SECPA avec ses élèves, et regardait et tout, tu vois. Donc, voilà, en plus, il y a pas que les SECPA qui regardent les SECPA. C'est con de dire cela, tu vois. Tout le monde regarde quasiment les SECPA. Il y a pas une tranche d'âge. Ça dépend, il y a des très jeunes qui regardent, parce qu'en fait, voilà, ça parle à tout le monde, c'est l'école, tu vois. Et on aurait pu appeler ça les cassos, on aurait pu appeler ça des, je sais pas, les teubés ou les fous. Ça passe, mais vu qu'on a pris SECPA parce qu'on a trouvé le nom marrant, et on a dit, tiens, on va en parler, tu vois. Et surtout qu'on dénigre surtout pas les SECPA, quoi. C'est vraiment, on est juste une classe de mecs, ça parle dans tous les sens, quoi, tu vois. Et c'est en même temps, si ça peut aujourd'hui faire une polémique et plus tard on pourra parler de difficultés scolaires, parce qu'aujourd'hui les conditions dans les écoles sont juste c'est du n'importe quoi. Rien que voir que moi déjà quand j'étais au lycée, j'ai vu
les couloirs, les salles de classe. En été, il fait tellement chaud, c'est horrible. Il y a pas de clim, il y a rien. Il y a l'infirmière en même temps, c'est elle qui te donne du sucre tous les jours. Et tu dis, madame, vous êtes infirmière ou vous travaillez chez Franprix? Les conditions déplorables, tu vois. Mais tu vois, vraiment, si aujourd'hui ça peut changer quelque chose, ouais. Je pense peut-être Macron, parce que apparemment lui, il faut qu'il regarde les films pour réagir. Comme le film qu'il avait fait, comment ça s'appelle encore, des trucs sur la banlieue là qu'il y avait eu. Neuilly sa mère. Non, pas Neuilly sa mère. C'était avec le film Kerry James. Kerry James, Banlieusard. Banlieusard. Oui. Il a vu Kerry Banlieusard, il a sorti cette phrase. Moi, je dis mais c'est magnifique. Il a dit, je pense qu'il va falloir changer les choses en banlieue. Il y a des choses qui se passent là-bas. Putain, mec, t'es président quoi. Il a fallu est-ce que tu vois un film pour dire, je vais peut-être réagir. Ah mais là c'est chaud quand même, tu vois. Ouais. Donc si peut-être à travers notre film, on va peut-être faire bouger les choses et justement on arrête je pense le système scolaire il est un peu bizarre en fait. On catalogue trop les élèves. Donc si nous derrière avec ce film on peut on peut changer le système, pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas, tu vois. Parce que justement pourquoi aujourd'hui ils pointent du doigt les SECPA alors que il y a une espèce de truc de notation des élèves où on classe les élèves selon leur potentiel, le numéro 1, le premier, le 1, le 2, le 3, le 4, et toute ta classe c'est que voilà, toi t'es le dernier, donc du coup on te juge. Appelle-moi, c'est entre nous madame, je suis peut-être dernier mais glisse-moi à l'oreille. Bon tiens ça, t'es dernier, bon faut que tu fasses des efforts, ok? Allez. Et là, on t'annonce dans toute ta classe. Alors le dernier c'est... Ouais, c'est dur, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Tu vois. Donc voilà, c'est un système un peu qui est un peu particulier. Mais j'avais la moyenne, hein, donc. Mais c'était une bonne classe. Dernier. Tu avais la moyenne, tu étais dernier. 10,01, j'avais la moyenne. On va retrouver tes profs. C'est important de. Ah bah je pense qu'ils sont pas remis de mon passage. Mais, alors on va commencer un peu justement, on va revenir un peu sur le SECPA après, mais on va commencer d'abord avec ton parcours. Donc je veux savoir donc t'es né d'où tu viens. D'où tu viens? Alors je suis né au Cameroun. Où ça? À Douala, plus précisément à Iseka. Iseka. Je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans et donc voilà, j'ai grandi dans un quartier paisible, on va dire Courbevoie, c'est un quartier de riches. Courbevoie, ouais. C'est beau, c'est à côté de la Défense, tu vois, c'est beau, tu vois. Donc j'ai grandi là-bas, après, tu connais, après la street et tout, m'a embarqué, tu vois. J'ai commencé à Clichy, après Clichy, tu vois, après voilà, après la street. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a les keufs qui me recherchent encore pour un procès, c'est pour ça. Non, bah après voilà, donc je viens de là-bas, de Clichy-la-Garenne, j'ai grandi là-bas et maintenant, après Clichy-la-Garenne, je suis parti à Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. D'accord. À côté de chez Abdé. À côté de chez Abdé, qui est mon voisin. Abdé, on va préciser qui c'est quand même. Oui, c'est l'associé de Karim. C'est l'associé de Karim, effectivement. On enregistre au Paname. Oui, sur la scène du Paname d'ailleurs. Paname, bien évidemment, toujours. Yes. Et alors, comment était un peu ton enfance? Elle était paisible, heureuse, ou elle était agitée? Franchement, non. Moi, j'étais un garçon très, très timide et très, très calme. Tu vois. Très, très timide et j'étais bègue aussi, tu vois. Oui. Donc le bégaiement ne m'a pas beaucoup aidé à parler. Donc j'avais des mots, j'avais 3-4 mots à dire dans la journée, c'était déjà pas mal, tu vois. C'était un gros bégaiement parce que je sais qu'il y a plusieurs. Moi j'étais abusé. On m'appelait marteau piqueur. Donc pour te dire, avec mon quartier se fait de ma gueule quoi. Mais t'en as souffert à l'école de ça ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui. Quand dans la classe, t'as la prof qui dit une nouvelle prof quoi qui arrive et qui dit quelqu'un veut lire et tu vois tout le monde paniquer et quand la prof elle me pointe du doigt et toute la classe fait non madame non pas lui tu vois c'est dur c'est vraiment c'est violent. T'as dit que donc t'as vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est ça. C'était comment déjà à 12 ans en Afrique t'es déjà un adulte. Oui. Hein. Tu connais la vie mon gars. Frère tu sais c'est quoi te lever le matin et avoir faim et dire bon allez y a pas à manger à la maison, y a un problème. Bon, allez, je vais peut-être aller demander s'il n'y a pas un taf à faire quelque part, quoi, tu vois. Je veux dire, Douala, c'était comment? T'avais la télé? Tu avais déjà accès à des programmes français à l'époque ou c'était totalement... C'est une question classique, là, qui m'a sorti, là. Il m'a dit, Douala, vous avez la télé? Vous avez... Non, je veux dire... Est-ce qu'il y avait les routes chez vous? Est-ce qu'à l'époque, il y avait des paraboles déjà, je veux dire? Est-ce qu'il y avait des paraboles pour voir les chaînes françaises? C'est ça que je voulais savoir. Ah, mais c'est une question sérieuse. Parce que tu dis que dans la banlieue de Douala. Non, j'étais oui, la banlieue de Douala, bien sûr. Mais
Et c'est quoi tes premiers contacts avec l'humour? Non, parce qu'il a commencé par là, on a parlé de la télé. C'est-à-dire, c'est la sélection que je pense qu'il voulait poser voilà, derrière. souvent à l'enfance, on regarde beaucoup de programmes à la télé, ça forge un petit peu, et je voulais savoir, est-ce que toi, ça t'avait forgé à l'époque? Déjà. Non, pas du tout, franchement, non, pas du tout. Moi, en fait, il y avait une télé qui était là. Tu te doutes bien que j'étais pas le plus fort de la maison. Il y avait les tontons. Donc, les mecs qui regardaient des matchs de foot, je vais pas changer le programme, tu vois. Donc voilà, moi j'y viens, je rentre des cours, je regarde, ok, j'ai pas le choix, je m'installe. Je lisais beaucoup, moi. Enfin, je lisais des journaux et mes oncles ils trouvaient ça bizarre en fait. Ils me disaient attends, mais tu es un homme politique toi? C'est quoi ce délire en fait? Tu vois, j'étais mineur et je commençais à je te jure, j'ouvrais les journaux parce que je m'ennuyais. Tu vois, et du coup je lisais beaucoup. Et les matchs de foot, c'était quoi? C'est les matchs du championnat camerounais ou c'était Non, européen, tu vois. Camerounais, bon, ouais. C'est un peu compliqué quoi de. Je me souviens jusqu'à présent, c'est pas normal quoi. À l'écran, deux fois, tu programmes ton écran, tu te dis mais attends, c'est pas possible de voir un match en 2022 dans de telles conditions quoi. Mec, tu plisses des yeux quoi pour regarder un match au Cameroun. Parce qu'il y a derrière la Coupe d'Afrique qui vient de se terminer au Cameroun. Oui. Non, parce qu'en fait, je trouve que il y a trop de choses à faire quoi, tu vois. Pareil parce qu'il y a la corruption là-bas et tu vas peut-être un mec qui va mettre de l'argent sur un projet, il va dire écoutez venons on change un petit peu le système parce que quand je regarde la télé algérienne, sénégalaise, ivoirienne, l'image est claire. Mais la camerounaise, on dirait le caméraman il est venu avec un téléphone quoi. Toujours, on dit il filme avec son téléphone, il est chez lui, il projette un truc je sais pas mais c'est gênant quoi. Même encore aujourd'hui. Non, c'est gênant, franchement. Non, c'est pas normal. Il y a un problème. Donc là, c'est des choses à. Voilà. Tu es censé exporter ton pays dans le monde et les gens veulent regarder la chaîne camerounaise et ils tombent sur ça. Mec, c'est pas possible. Il y a un problème. Ouais. Des fois, tu vois ils ont des studios, des fonds verts. Mon Dieu. Oh là là. Il existe des shows TV comiques camerounais? Des shows TV comiques. Ouais. Ils en ont fait sur une chaîne, le Canal 2. Ouais. Mais eux, c'est toujours des tests. Ils font des essais, tu vois. Ça a duré 2 semaines et tout, mais sinon, à part ça, non. Est-ce qu'il y a un humour au Cameroun? Est-ce que tu pourrais toi le définir, là, cet humour camerounais, il existe? Bien sûr. Il y a un sens, enfin, je veux dire, particulièrement, quoi. C'est les plus drôles au monde. Hein. Ouais. Ah ouais. Ils sont très drôles. C'est les plus marrants. Et comment tu pourrais le définir justement Le définir, eux, c'est des histoires, tu vois. C'est vraiment comme on appelle ici, comme on dit en France, des storytelling, tu vois. Là-bas, c'est vraiment, le mec, le matin, il se réveille, il te dit, tu sais que l'autre jour, j'étais venu, pour lui, en fait, c'est déjà un sketch. Déjà, juste l'accent camerounais, c'est extrêmement drôle. Il y a pas plus drôle qu'au monde, l'accent camerounais. Même, tu demanderas à tout le monde, parce que les gens disent que les Ivoiriens sont très marrants, très drôles, mais les Ivoiriens et les Congolais, ils vous diront tous que l'accent camerounais, c'est l'accent qui... Franchement, tu peux annoncer les pires nouvelles avec cet accent, ça passe. Hein. Est-ce que tu as une de ces histoires en exemple ou pas, qui te vient comme ça? Ah ouais, comme ça, là? Ah ouais, mais il y en a trop. ou des thématiques, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils prennent comme thématique en général? Non, en fait, les thématiques là-bas, c'est quoi? En fait, le problème avec beaucoup d'humoristes au Cameroun, c'est qu'ils s'enferment beaucoup dans les personnages. Tu vois, ils sont beaucoup dans des caricatures. Mais c'est bien la caricature. On avait un qui était l'un des meilleurs là-dessus, qui est décédé il y a je sais plus combien de temps. C'est Jean-Michel Quincan. Il était très très fort en impro et il jouait plusieurs personnages en fait. Il jouait plusieurs personnages et surtout il jouait. Il y avait une communauté là-bas en Afrique et tout, au Cameroun surtout, qui sont connus, on les appelle les Bamileke. Eux, c'est que l'oseille, quoi, tu vois. Le petit, il marche à peine, le daron lui file une mallette, une costard, écoute, tu vas trouver un travail, tu vois. Eux, ils pensent qu'à l'oseille, tu vois. Et du coup, lui, à la base, c'était pas un Bamileke, mais vu qu'ils ont un accent qui est chantant, quoi. Quand tu sais, un Bamileke, quand il parle, tu te jures, il est là, mais, tu sais, quand j'étais en train de, tu vois, même les femmes, hein, c'est le même accent, quoi. Même le même ton, quoi, tu vois. Et du coup, lui, il est caricaturé et c'est ça qui a fait de lui une star au Cameroun, quoi. Même en Afrique, Jean-Michel Quincan, tu taperas sur Internet, tu verras un petit peu tout ce qu'il a fait, ce monsieur, et il a inspiré quasiment tous les humoristes. Il faisait des spectacles, c'est-à-dire qu'il remplissait des stades. Il faisait des spectacles, il venait, il jouait ses persos et tout. Les gens connaissaient ses personnages par cœur, quoi. Il y avait des concerts en même temps, c'est-à-dire qu'il ramenait des musiciens avec lui sur scène. Non, il y a que lui, tu vois. C'était vraiment... C'est des histoires, lui, c'est quoi? C'est le mec qui va passer le permis et on lui pose des questions, mais lui, il répond à côté de la plaque. Mais voilà, mais c'était
Très très fort, tu vois. C'est une inspiration pour toi? Jean-Michel Quincan, bien sûr. Il a inspiré plusieurs. Bien sûr. Il avait quel âge quand il est mort? Enfin, il est de quelle génération? Quincan, il est de la génération. Waouh! Années 80, à l'époque de Coluche, avant? Oui. Il avait cette commencé époque-là un petit peu à l'époque de Coluche, je crois, et il est décédé en 2000. À mon avis, je crois en 2000. Il venait des fois jouer en France et il faisait des spectacles? Jamais. Non, Jamais, il vivait très bien en Afrique. Donc, non, je veux dire, des fois, comme il y a une diaspora, est-ce que des fois il venait... Non, pas du tout. Mais je sais même pas. Là, c'est une d'accord. bonne question parce que je me suis jamais demandé s'il avait ramené son univers ici, tu vois. Comme les musiciens ils font, tu vois, il y a beaucoup de musiciens Beaucoup le font. qui viennent à Paris. Mais faire des après, concerts. voilà, l'humour, ça dépend, tu vois. Mais si tu ramènes ça à la communauté camerounaise, sachant que lui, c'était beaucoup les cassettes à l'époque. Ouais. C'est-à-dire que c'était comme l'équivalent de rire et chanson, sauf que toi, t'avais sa cassette, tu mettais la cassette et t'écoutais ses blagues qui retournaient en boucle dans les maisons, tu vois. C'était comme ça, en fait. Ils vendaient des cassettes. Des cassettes audio? Cassettes audio. Ouais. D'accord. Tu vois. Et je me rappelle à la maison, ça tournait en boucle. Les tontons et les familles se mettaient au salon, ils écoutaient, ils rigolaient. Et du coup, toi, t'écoutais ça et de temps en temps, ça... Des fois, t'écoutais, tu disais, Ouais. ok, d'accord. Même des fois, je regardais un petit peu les vidéos, je disais, pas mal, tu vois. Est-ce que ça t'a donné envie de faire comme eux à ce moment-là ou c'était pas du tout ce que t'envisageais? Là, on dirait vraiment, c'est BFM TV, là, qui me... Ah oui, c'est vrai. Mais c'est mieux qu'Apolline de Là, c'est vrai qu'Apolline Valève, c'est mieux. Non, bien sûr, ça m'a toujours donné, ça m'a donné envie parce que quand je voyais tout ça et le fait d'être timide et être bègue, ça, franchement, c'était compliqué, quoi. Tu vois, il fallait ramener, il fallait donner un truc, quelque chose de je me suis dit, putain, c'est beau de les voir, de voir mes oncles rigoler, de voir ma grand-mère, de voir mes cousins se taper des barres, avoir des fous rires sur un mec à la base qui ne connaissent même pas, tu vois. Et ils le découvrent et tout, tous comme moi et tout, via une cassette. Et cette cassette, il a balancé quasiment, une fois par semaine. Il se mettait tout au salon, il se tapait des barres, alors qu'il connaissait déjà les chutes, tu vois. Et je me suis dit, franchement, pourquoi pas un jour. Donc, pardon, hein, c'est issu d'une culture, c'est-à-dire que ça remonte à pour toi, ça remonte jusqu'où, en fait, ce type d'humour-là? Est-ce que ça remonte à des siècles? Ça a toujours existé ou c'est venu après? Non, c'est même pas Jean-Michel Quincan qui a inventé ça. C'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est les Camerounais, un Camerounais, il te parle, je te jure, au moins, concentre-toi, tu vas rigoler. Même si le mec, il entend t'indiquer, il t'annonce, comme je dis, les pires nouvelles. Hein. D'accord. Un Camerounais peut t'annoncer un truc de ouf, quoi. Genre, tu sais que ma femme m'a trompé ce matin. Elle est partie avec les enfants. Hein. C'est pas évident, hein. Tu sais, le mec s'arrête là, quoi. Alors que c'est une nouvelle triste de ouf, quoi. Il a tout perdu, le mec qui dit, même, j'étais dans la rue, hein. Oui, je suis SDF. Oui. Depuis ce matin. Oui. Tu vois, et le mec, il vraiment avec l'accent, avec ses mimiques et tout, tu dis, le mec, limite, tu te demandes si à la base, t'es censé pleurer ou taper des barres avec lui, en fait. Et lui, tu dis, il faut pleurer. Pourquoi tu veux rigoler? Comment? Je t'annonce, on a mon malheur et tu vois, c'est vraiment ce délire, ce côté-là où ils sont décontractés, ils te racontent des pires choses. Mais parce qu'ils sont comme ça, en fait. Tu vois, en gros, on dirait qu'ils ont tellement l'habitude d'avoir des problèmes que dans leur tête, ils se disent, écoute, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, du moment où je suis vivant, mieux vaut en rire, en fait. La satire sociale, c'est quelque chose qui te... De quoi? La satire sociale, c'est-à-dire rire de choses de société, des comportements des gens. Ça vient de là également? Bien sûr. Ça part de là? Bien sûr, ça part de là. Je pense qu'on a que ça aujourd'hui pour nous défendre. Une forme de résistance? Ouais, bien sûr, on est obligé. Parce que là-bas, par exemple, Jean-Michel Quincan, il pouvait pas faire de blagues sur Paul Biya, je suppose. Je pense que il serait pas mort en 2000. Il serait peut-être mort plus tôt, peut-être. Ouais. Parce que t'en parles beaucoup dans tes sketchs, notamment de Paul Biya. Oui, bien évidemment, bien sûr. Ça te dérange pas d'en parler? Ça me dérange pas. Juste, je cache ma famille à chaque fois que je joue le sketch, quoi. Ouais. Tu vois, je demande de se mettre à l'abri, on sait jamais. Mais non, mais bien sûr, moi, ça me dérange pas d'en parler, quoi. Je dis ça parce que dans tes aïeux, il y a quelqu'un d'important, on en a déjà parlé, qui s'appelle Niobe. Est-ce que tu veux en parler? Là, la légende vivante. Niobe, oui, bien évidemment, c'est mon arrière-grand-père qui a milité pour l'indépendance au Cameroun et qui a été tué par l'armée française sous De Gaulle. Parce que monsieur il voulait même pas chasser la France en plus. Hein.
Il voulait juste que les Camerounais aient des droits comme les Français qui vivaient au Cameroun, tu vois. Et ça, De Gaulle a dit jamais. Non. On a dit, mais tu sais que t'es au Cameroun ici? Il fait, ouais, mais j'ai des armes. Et entre quelque part, je vous baise, quoi. C'est un peu ça le projet, tu vois. Et donc c'était comme ça pendant des années. Il a été résistant. Il a lancé le premier, c'était un avocat déjà. Et il est parti à l'ONU justement avec Félix Mounier qui avait été assassiné aussi. Ils sont partis à l'ONU pour parler justement du fait que ils souhaitaient justement les droits de l'homme. Parce qu'on parlait des droits de l'homme, ils disaient mais il n'y a pas de droits de l'homme au Cameroun, quoi. Il n'y a que les droits de l'homme blanc au Cameroun. Et il y a un problème. Et il en parlait. Il est retourné au Cameroun. Il a ouvert le premier parti politique, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui a rassemblé des millions de Camerounais, peu importe leur ethnie, leur dialecte, tous se sont réunis. C'était des millions carrément. Et la France a vu derrière ce soutien un adversaire, quoi. C'était un petit peu c'est pareil. C'est la même époque que des Thomas Sankara, des Patrice Lumumba. Donc ça dérangeait énormément. Donc il fallait absolument stopper tout ça. Donc stopper, mais à travers la barbarie, quoi. Il y a des choses atroces là-bas. Il y a des décapitations pour intimider des villages et tout. C'est une histoire qui est très dure à raconter, tu vois. Par exemple, on parle des maquis aujourd'hui. Les maquis, c'est quoi les maquis? Quand on dit un maquis, c'est quoi? C'est les gens à la base qui sont contre le système, qui vont se retrancher entre eux pour essayer de trouver une solution pour la liberté des peuples. Et on les appelait les maquisards. Du coup, ils étaient pourchassés dans la forêt. On allait voir leur famille, on brûlait des maisons, on menaçait mais ça allait loin jusqu'à il fallait dénoncer. Si on limite, s'ils dénonçaient pas, on décapitait une tête pour mettre devant, pour dire, vous avez vu, s'il y a un collabo, s'il y en a un qui joue pas le jeu, ne balance pas, ou se trouve Oumniobé, ce sera comme ça tout le temps, en fait. Il y a plus de 400 000 morts derrière. Hein. Ouais, d'ailleurs, même après sa mort, apparemment, on pouvait pas en parler. Et c'était qu'en 91 qu'il a été réhabilité. Exactement. C'est interdit d'en parler. Hein. Enfin, tu peux même pas prononcer son nom, quoi. Si les flics entendaient prononcer son nom, pour eux, tu représentais un danger. C'est-à-dire que le pouvoir en place qui s'est mis après l'indépendance était donc inféodé, on va dire, à la France à l'époque. Exactement, ouais. Et donc, il était totalement interdit de prononcer son nom. Totalement interdit. C'était c'était le Voldemort hein, à l'époque. Hein. Ah oui, tu prononces. Toi déjà, tu ressentais ça à l'époque? Non, mais j'étais pas là à l'époque. T'en avais pas encore conscience à ce moment-là? moment-là? Mais je sais pas que j'étais pas là, j'étais pas né à cette époque-là. Quand même. Non, je veux dire, à quel moment t'as commencé à prendre conscience? J'ai commencé à prendre conscience, déjà, comme je dis, moi je lisais beaucoup les journaux, tu vois. Ouais. Et jeune, ma famille en parlait un petit peu, elle en parlait souvent. Ma mère m'avait pas beaucoup parlé de cette histoire. Mais j'ai des tontons, j'ai des amis autour qui leurs parents s'intéressaient beaucoup à l'histoire, du coup ils me racontaient un petit peu ce qui se passait, quoi, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser un petit peu à l'histoire de ce grand monsieur, tu vois, parce que dans les livres d'histoire on parle pas de lui en Afrique, quoi. Alors que le mec a carrément si les choses ont bougé, c'est quand même grâce à lui, tu vois. Il s'est sacrifié pour le peuple camerounais. Et aujourd'hui dans les livres d'histoire on veut pas parler de lui. D'ailleurs, il était surnommé Podol, celui qui porte la parole des sciences, c'est ça? Porol. Comment tu dis? On dit Porol. Porol. Ouais, Porol, c'est-à-dire le porte-parole, c'est la parole. Et des Porol, il y en a beaucoup en ce moment, tu vois. Là, ça va encore, il y en a quelques-uns, mais c'est pas comme lui, tu vois. Lui, c'était vraiment quelqu'un il avait son charisme, en fait. Il en sorte que les gens l'écoutaient et comprenaient son message, tu vois. Et aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais bon, après eux, ils sont là. Tu leur glisses un petit billet. Bon, ouais, tu as raison. Hein. C'est vrai que le Cameroun vit bien. Tu leur files un petit billet comme ça sous la table. Ah bon, hein? Ah! Non, c'est bon. Le Cameroun est beau. C'est un beau pays. La paix, on mange bien, il n'y a pas de chômage. Allez hop. Par exemple, on est comme les opposants au Cameroun, par exemple, tu vois. Et les mecs, il y avait le premier opposant au Cameroun après Ruben Oumniobé. Le mec, c'était vraiment l'opposant, quoi. Il s'appelait John Fuji. Le mec, c'était vraiment le mec, tout le monde disait, putain, lui, il va pas lâcher ce président jusqu'au bout.
Ah, ils l'ont passé un coup de fil. Bon, allez, viens on te file un petit poste de Premier ministre. Il a dit, bon, j'arrive. Hein. Du coup, on a quasiment plus l'opposant, carrément, qui était vraiment opposé à fond, quoi. Les autres, ils sont minoritaires, malheureusement. Bah, c'est une vieille technique. Après, t'as des fois aussi maintenant avec les gouvernements. Maintenant en France, t'as celui qui est un mec tient des propos contre le futur président. Après, il a un poste de ministre. Ah bah ça, c'est arrivé, ça. Actuellement, pour toi, c'est qui les grandes figures camerounaises? Actuellement? Ouais. Moi, je pense à Richard Bonnat. Richard Bonnat? Ouais. Oui. Ah oui, qui est un résistant aussi. Ouais. Je vois ce que je suis beaucoup sur Facebook, qui est très très dur. Je sais pas si tu suis un petit peu également. Oui, Richard Bonnat, bien évidemment. Alors, Richard Bonnat, juste pour le dire qui c'est, hein, c'est un des plus grands bassistes du monde. L'un des plus grands bassistes du monde. Je crois qu'il était avec Miles Davis à un moment donné. Oui, c'est ça. Et donc, il est toujours en tournée. Il est super marrant. Allez voir ses Facebook Live, c'est exceptionnel. Et donc, ouais, voilà, donc c'est un résistant. C'est un résistant, lui. Ouais. Ah oui, franchement, beaucoup de respect pour lui. C'est tellement rare de voir des artistes et tout au Cameroun qui, comme on dit, qui portent la couille, quoi. Tu vois. Ça fait plaisir de voir ça et me dire, c'est possible. Il a commencé une résistance, quoi. En disant, bah, écoute, il va falloir changer le système. Le pays va mal. Comment on peut avancer comme ça alors que tout va mal au pays? Et on continue à se dire, bon, allez, moi, je suis un artiste, je kiffe ma vie, et tout va bien, quoi. Tu vois. Donc, oui, il y a Richard Bonnat, il y en a un autre aussi, j'ai oublié son... c'est un rappeur. J'ai oublié son nom, il y a d'ailleurs. une scène rap Ouais, il y a un rappeur, oui, il y en a beaucoup, là, il y en a pas mal. Mais lui, c'est un rappeur vraiment qui est sorti carrément du système. D'ailleurs, il vit en France, parce que s'il reste au Cameroun pour des raisons de sécurité, il finira en tôle. Ou peut-être au goulag. Donc, tu penses qu'il y a... Enfin, je veux dire, c'est dur, quoi. C'est-à-dire, pour un artiste là-bas, s'exprimer, un artiste engagé, c'est chaud. Non, j'en connais plein qui... Il y a un chanteur camerounais qui a voulu... Bon, en fait, il est un peu bipolaire. Je crois, il est plus influenceur aujourd'hui que chanteur. Du coup, il faisait beaucoup de live et tout sur Instagram. Il disait, ouais, le président, voilà, écoutez, le Cameroun souffre. Vous allez arrêter ces conneries. 2 jours après, il fait une vidéo. Rendez-moi mon passeport. Ouais, s'il vous plaît. Je peux plus quitter le pays. Donc voilà. Non, les mecs sont, tu peux pas être opposant et tout en étant au Cameroun, quoi. Il y en a un, c'est vrai, qui s'appelle Kamto. Du MRC, c'est le premier parti en ce moment qui dérange un peu le système en place. Il s'appelle Kamto, donc lui, malheureusement, le mec, il se fait souvent arrêter. Chez lui, il y a l'armée qui vient, qui l'empêche de sortir. C'est un peu compliqué des fois. Tu vois. D'accord, donc je suis beaucoup ces personnes-là, et toi, juste pour revenir un peu sur ton parcours, c'est quand que tu t'es dit que tu voulais devenir artiste, et qu'est-ce qui a été le déclencheur? C'est quand? Le chômage, quoi. Vraiment. Ouais, j'étais chez moi, j'étais en train de cogiter. Tu faisais quoi, j'étais chez moi. T'as fait quoi comme étude après? Moi, j'ai fait une BTS à la base, je voulais faire un BTS en électrotechnique. Ouais. J'étais en première année. Et au moment d'attaquer la deuxième année, c'était en 2008 en plus, c'était pile le moment où il y avait cette crise, tout le monde connaît cette fameuse crise qui est tombée. Ah oui, la crise des subprimes. La crise des subprimes, qui est tombée, et on s'est retrouvés, et du coup, il y a beaucoup de PME qui fermaient. Moi, je cherchais à la base en alternance, en électrotechnique. J'ai trouvé, c'était compliqué d'en trouver, j'en ai trouvé un qui m'a dit, écoute, moi, je suis prêt à te prendre avec moi, mais par contre, je peux pas te payer. Je lui dis, mais comment? Il me dit, c'est très chaud. C'est très, très chaud. Et il me dit, bah, par contre, je peux t'apprendre le métier et au bout d'1 an, t'ouvres ta boîte, quoi. Et là, je me suis dit, mais mec, moi, c'est chaud, hein. Tu sais, à l'époque, fallait que j'aide ma mère et tout à payer le loyer, fallait que je l'aide à faire des courses, donc c'était un peu compliqué. J'ai dit, écoute, finalement, j'ai arrêté. J'ai arrêté pour me lancer dans la vente. Et voilà, c'est comme ça en fait. T'es devenu commercial. Je suis devenu commercial. Charlie commercial. Exactement, dans le prêt-à-porter, comme ça. D'accord. Donc t'étais quelle boutique? J'ai fait les Galeries Lafayette. D'accord. Alors à la base, j'ai commencé tout ce qui est en agence, une boîte d'intérim. Déjà, j'ai un oncle qui avait dit, pas un oncle, ma mère qui a dit bonjour à quelqu'un, c'est mon oncle. Donc faut le savoir ça. Les Africains ils ont un problème avec ça. Les mamans elles disent bonjour à une dame 2 fois.
Elle dit bonjour à tata. Mais madame, je la connais pas cette femme. Pourquoi tu me dis c'est tata? Tu vois, je connais mes tantes, tu vois. Et ma mère à chaque fois, oui, c'est ton oncle, c'est ton oncle. Du coup, un jour, il dit à ma mère, tiens, ton fils il cherche le boulot. Ouais, bah écoute, j'ai un taf pour lui en tant que agent d'accueil à la CAF, mais à Trappes, tu vois. Je fais comment ça? Il dit ouais. Du coup, dans ma tête, je suis content. Il me dit ouais, on te paye en cash et tout. Du coup, moi, je suis content. Du coup, je vais pour mon premier jour de taf là-bas. J'arrive, je vois un mec de la sécu qui vient. Il me file le brassard. Il me file le brassard et il me dit bah allez, bon courage. Et il part. Et j'avais un brassard sécurité à l'époque, j'étais maigre, tu vois. Ouais. Et je dis mais c'est quoi ce délire en fait? On m'a menti. J'entends les dames à l'accueil. En fait, moi, je pensais que je devais être agent d'accueil derrière un bureau et tout, en train de discuter avec les gens. Non. En fait, ils voulaient un vigile. Oui. Et mon oncle, en fait, c'était un mec qui plaçait des gens en tant que vigile. Et franchement, c'était dur, quoi, tu vois. C'était dur de voir, de subir ça. Et franchement, j'ai pas tenu. Combien de temps t'as dû Qu'est-ce qui était difficile pour toi? C'était quoi la difficulté du travail? C'était par rapport à quoi? Mec. Déjà, j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on veut toujours associer le noir à la sécurité. C'est incroyable, ça, de se dire que, putain, c'est dingue. Mais le noir, il peut pas que faire la sécu. Ouais, c'est un stéréotype pour toi. C'est un stéréotype de ouf, ouais. Tu vois. Même ce tonton que ma mère avait dit bonjour 4 fois, qui débarque, il dit à ma mère, oui, il sera agent d'accueil. J'arrive, on me file un brassard vigile et celui que je remplace, il est noir. Et à l'accueil, c'est tous des blancs et j'entends vigile. Il me demande même pas mon prénom. Vigile, tu peux, je suis en merde. Attends, tu fais tout ça pour ça? Ça, c'était aux galeries à l'époque quand tu... Non, c'est avant les galeries. Non, ça j'ai mal suivi. Non, c'est pas grave. Apparemment, tu étais peut-être dans un bus, mais... Ouais, donc t'as fait ça 2 jours et après, finalement, tu te retrouves aux Galeries Lafayette. Ah, j'ai fui. La libération. La libération. Ah, j'ai fui. Tu sais quoi? À la base, c'est que j'ai fui. Comment ça? J'étais en pause. Franchement, je déprimais. Je disais, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi ça? Mais être vigile, c'est quoi? C'est dur. Je dis, mais c'est ça, moi. J'ai jamais rêvé de faire ça, moi, dans ma vie. Et je suis en pause, comme ça, je dis aux collègues, ils me disent, tu veux manger avec nous? Non, j'ai mangé dans mon coin. Et mais tu prends ton sac? Oui, j'ai besoin de prendre mon sac et mon manteau, on sait jamais. Je me suis cassé. J'ai appelé ma mère, elle dit, écoute, plus jamais. Et je me suis cassé. Le tonton, ouais, mais pourquoi t'es parti? Il fallait qu'elle reste toute la journée. Déjà, t'es un mytho. À la base, je dois être agent d'accueil. Et j'arrive là-bas en train d'apprendre aux gens à lire leur nom. Je dis, non, ça va, faut arrêter, quoi. Donc voilà, finalement, j'ai bossé aux Galeries Lafayette. Après, j'ai fait Printemps, Prêt-à-porter, tout ça. Je suis resté là-bas pendant 3 ans. Et comment tu passes des galeries au Jamel Comedy Club? Parce que je faisais des blagues. Genre, à la base, je faisais des blagues, tu vois. Je faisais des blagues. J'aimais bien rire avec des clients, le faire rire, le faire kiffer. Ils passent un bon moment dans mon stand pendant plusieurs minutes. Je parlais avec eux, je rigolais avec eux. Ils achetaient, j'étais content. Ils achetaient pas, ils disaient, madame, j'ai quand même fait des blagues. Donc, à un moment donné. Ça, c'était en quelle année à ce moment-là? C'était en 2011. Parce que 2 ans après, tu vas faire le Jamel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'avais cette envie de fou parce qu'en fait, je t'explique, à l'école, au lycée, déjà au collège, 3e, j'ai commencé à me lâcher un peu plus. Parce que j'étais très timide, tu vois. Je commençais un petit peu à faire des blagues, mais une punchline par-ci, une punchline par-là, tu vois. Après, j'ai dans mon coin et tout le monde rigole. Putain, mais qui a fait la blague? C'est Charlie. Oh putain, il est marrant. Et c'était comme ça, crescendo. Et j'ai des surveillants qui venaient me voir, ils disaient, écoute Charlie, franchement, tu peux en faire de ça de ton métier. T'es marrant, en fait, t'es drôle, t'as un truc. Moi, je prenais ça à la légère. Au lycée, j'arrive. Et au lycée, des fois, j'arrive, j'ai des profs qui me laissaient aller au tableau pour raconter des histoires. Parce qu'ils aimaient ça, ils disaient, allez, vas-y. Des fois, il y a des profs, par exemple, qui ont convoqué ma mère pour lui dire à ma mère devant l'improviseur que, écoutez, votre fils est très gentil, mais il est trop marrant pour la classe. C'est quoi que tu racontais comme histoire? Quel type d'histoire tu racontais? Non, mais moi, tu faisais des personnages, tu t'en rappelles un peu? Moi, j'étais toujours en mode, tu sais, je vannais, on va dire, j'étais beaucoup dans le, je calculais un petit peu tout ce qui se passait autour de moi, tu sais, j'analysais, je prenais les gens de la classe. Je prenais les gens de la classe. Et ce qui est marrant, c'est qu'un jour, j'ai une scène, j'ai un
un collègue, j'ai par exemple dans ma classe, il y a un mec mon premier film porno m'avait été vendu par un mec de ma classe. On avait un ravisseur, on avait un dealer qui traînait dans la classe, quoi. Mec qui venait te voir, il dit, frérot, j'ai des cassettes. Il venait des DVD. À l'époque, il n'y avait pas YouTube. Il n'y a pas YouTube. Tu vois, tous les sites. Tu vois, là, le mec, il vient me voir, il dit, ouais, tiens, j'ai un film. Je dis, tu sais quoi, ça? Il me dit, c'est un film porno, c'est pas mal. Je dis, mais de quoi il parle? Il commence à vendre ça dans la classe, tu vois. Il vend ça à 2 €, je me rappelle. Et je dis, tiens, à 2 €, je te fais et tout. Le mec, il imprimait, il avait des DivX et tout. Et il vendait ça dans la classe. Et moi, j'achetais pas et tout. J'avais un pote à côté, un jour, il pète un câble parce que soi-disant, on lui avait volé ses lunettes. Ouais. Et il pète un câble dans la classe. Où sont mes lunettes? Parce que lui, du coup, il venait d'acheter un DivX. Il fallait absolument qu'il le regarde le soir. Donc, il cherche ses lunettes. Il pète un câble. Ouais, où sont mes lunettes? Ah, il crie d'un coup. Il pète un câble. Il sort de la classe. Il va directement voir la proviseure. Et quand la proviseure, elle arrive, je dis, madame, excusez-moi, j'ai une question qui me taraude. Monsieur a des problèmes de vue, mais par contre, il a vite retrouvé votre bureau. Comment on fait, en fait? Et il a eu la logique là-dedans, en fait. Par contre, il était motivé pour mater son film porno chez lui. Et là, le mec était prêt à tout, quoi. Et la classe éclate de rire. Même la proviseure qui est à la base, qui venait nous crier dessus, elle commence à rigoler. Après, elle va, elle dit, s'il te plaît, faut que t'arrêtes de faire ça. Il faut que t'arrêtes, s'il te plaît. Arrête de perturber la classe. Mais madame, j'ai rien fait. C'était un simple constat. monsieur, apparemment, il a des problèmes de vue. Donc voilà. Donc du coup, à chaque fois, au fur et à mesure, c'était comme ça. Et ils m'ont tous profs m'ont dit, franchement, tu devrais faire de ça ton métier. Et t'as senti que t'avais un potentiel comique? En fait, sentir non, parce que moi, je savais que j'aimais ça, tu vois. Parce que mec, pendant des années, j'ai pas parlé. Donc si je pouvais me lâcher, dire des choses. Enfin, tu vois. Ah, t'as rattrapé le temps perdu. Donc voilà, j'étais là. Les gars, je suis à découvert de mots quand même. Hein. Donc il faut que j'y aille. Hein. Tu vois, j'étais là, je commençais à parler, je faisais des blagues au fur et à mesure. Et voilà, maintenant après... Et donc là, comment tu fais ta première scène, enfin, bien après? Bah en fait, ce qui se passe, c'est que à la base, je veux pas monter sur scène. J'y vais au Comedy Club comme ça parce que j'ai des amis. Tu sais, je suis dans le train pendant la grève. Et je suis avec une pote, il y a trop de monde et tout. Et moi, je parlais avec elle, je fais le con comme d'hab, et les gens rigolaient autour. Et les gens disaient, putain, ce serait bien pendant les grèves d'avoir un personnage comme vous, qui nous calme, en fait, qui fait des blagues, et ça calme, ça apaise un peu les tensions. Parce qu'une fois, je t'explique, pendant la grève, je suis comme ça, je suis posé, il y a trop de monde, et il y a une dame qui se pointe avec un gros bouquin et tout, et on est tout serré. Je dis, madame, je suis désolé, c'est le bouquin ou vous, quoi. Faut choisir ça, voilà. On peut pas, et là, t'as tout le wagon qui éclate de rire, et quand les portes se ferment, les gens me disent, mais excuse-moi, vous faites un spectacle, vous faites quelque chose et tout. Je fais rien du tout, moi. Je fais rien du tout. Et ça part comme ça, les gens me motivent, même des gens que je connais pas, franchement, ne lâchez pas l'affaire. Et ce soir-là, j'ai une pote qui me dit, viens, on y va. Et du coup, je prends mon courage, je fonce, je cherche le Comedy Club, je ne connais pas le Comedy Club, je fonce, je me trompe de station de métro et j'arrive devant le Comedy Club et je vois le frère de Jamel qui sort, je lui demande s'il peut me donner un conseil, comment faire pour jouer ici. Il m'a pas donné l'heure, quoi, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que je parlais à Beyoncé, quoi. Et il y a non, il fait non, désolé, je suis ok, d'accord. Et du coup, j'attends pendant plusieurs minutes et il revient, je dis excuse-moi, si je te prends 1 minute de ta vie, 1 seconde, allez. Juste, tu me donnes un renseignement, c'est tout. Et là, il s'arrête et me dit, oui, il faut envoyer une vidéo à Jean-Michel Joyaux, tout ça. Ok. Du coup, j'envoie pas de vidéo. J'attends quand même devant. Et il y a un groupe de 15 qui disent, excuse-moi, il manque un billet, quelqu'un en veut? C'est la baraka. Ouais. Du coup, j'ai pris le billet, je suis rentré. Et pareil, ce groupe, tu sais, en gros, j'étais avec eux, je faisais des blagues. Et ils rigolaient, ils disaient, ah putain, mais tu joues toi aussi? Non, je joue pas, moi. Et ils sont allés demander au régisseur, est-ce qu'il peut faire une première partie? Mais comme ça, c'était le spectacle de Thomas Guidiol, tu vois. Ouais. Et le régisseur, il a dit non, Thomas, il prend pas de première partie. Il dit non, mais parce qu'il est marrant, le gars, là. Franchement, c'est dommage, hein. Ce serait dommage de passer devant lui, quoi. Et après, non. Après, ils sont allés demander à Thomas. Thomas a dit non, pas de première partie. Et c'est comme ça, en fait, que je rencontre Noum Diawara, je rencontre quelques gars du Comedy Club qui sont super sympas et avec qui j'échange et tout. Ils me filent leur contact. Et comme ça, un jour, Claudia Tagbo dit au directeur, Charlie, il est comédien. Je dis non. Et du coup, je fais ma première scène. Et j'ai tous mes potes dans la salle. Oh mon Dieu. T'avais improvisé ou t'avais préparé quelque chose? J'avais bidé fort, frère. Non. Oh, je t'explique. Faut savoir une chose. Justement, Joe, est-ce que t'avais préparé quelque chose? T'es arrivé comme ça?
Franchement, je suis arrivé comment Raconte-nous l'histoire. L'histoire, elle est incroyable. C'est que le directeur du Comedy Club m'envoie un texto. Il prend mon numéro de téléphone, je rentre chez moi, il m'envoie un texto, il me dit t'es convié mardi prochain au Comedy Club. J'ai fait non. Dans ma tête, je me dis mais putain, mais et je montre à tous mes potes. Tous mes potes, les gars de mon quartier, ils font waouh, Charlie, je savais que t'allais réussir. Je me dis en quoi j'ai rien réussi, les gars. Apparemment, je dois faire un sketch. Ils me disent mais non, mais de toute façon, t'es marrant, tu vas le faire. Je dis non, mais tu sais, je savais pas quoi faire. Et après, j'ai un message, un sketch. Il me dit oui, un sketch écrit, tout ça. Je savais pas écrire de sketch, moi. Tu sais, moi, à la base, j'étais toujours un mec qui faisait des blagues et tout. C'était spontané, tu vois. Mais je pensais pas à ça. Et de là, 2 jours avant, j'écris une petite histoire, vite fait. J'ai une cousine à côté qui rigole vraiment. Je tape du pied, je tape des barres, quoi. Vraiment. Elle m'a vraiment envoyé au charbon, elle m'a envoyé au four. Et j'étais là, j'ai dit ça c'est bien, ça. Elle me dit c'est trop marrant, allez, vas-y. J'ai dit c'était bien. J'ai même pas encore fini d'écrire. Elle me dit arrête, c'est marrant. J'ai dit j'ai pas encore fini. Ok. Et du coup, je vais jouer. J'ai des potes qui viennent me voir à la salle, la cousine, et je monte sur scène. Déjà, je me suis dit mais il y a un stress de fou, quoi. Je monte sur scène, il a le téléphone, je suis pas bien. Je monte sur scène, il y a un téléphone qui sonne et c'était pas le mien, c'était le téléphone de la cousine, je le sors, il est rose. Et je suis obligé d'improviser là-dessus, là ça rigole. Mais non, je rentre dans le texte. Ça rigole pas. Et là. Et c'est quoi les sensations là quand tu fais ce. T'es seul, hein. Ouais. T'es vraiment seul. C'est long. Parce que C'est le couloir de la mort, hein. Faut le savoir. Si. Si, je vous parle parce que j'ai vu les gens avec des haches pendant mon passage. Si, c'est le couloir de la mort, vraiment. Il y avait du monde dans la salle, c'était blindé. Il y avait 140 personnes. Ah oui. Et oui, il y avait du monde. Donc ça amplifie. Non, parce que c'est marrant, un humoriste qui dit ouais, mais j'ai joué. En fait, il y avait pas une bonne ambiance parce qu'il y avait pas de monde. Si, il y avait du monde. C'était très complet, très blindé. Et c'était très gênant. Et comment tu t'en es remis 2 ans après ma dépression, j'ai 2 ans après ma sortie de coma, je peux te garantir que c'était en fait, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est là, je me suis dit waouh, c'était tellement long. Et ce qui est ouf, c'est de voir tes potes dans la salle qui sont venus pour eux, t'es le mec le plus marrant du quartier. Ils viennent te soutenir et pendant que t'es en train de bider, ils baissent la tête comme ça. Tu vois, ils assument plus, ils te regardent plus dans les yeux. Il faut, ne regarde pas, il va dire on l'a lâché. Et le plus marrant, c'est la cousine, quoi, dans la salle, pendant 140 personnes, il y a une seule personne qui fait à tout ce que je dis. Et mais là, il y a un monsieur, j'entends monsieur, il dit c'est pas marrant là, madame. Elle dit ouais, mais elle dit la il y cousine. avait un rire dans la salle. Il y a un rire, c'est ma cousine. Ah, c'est pire. C'est pire. Et là, elle fait et là, le monsieur lui dit mais j'entends le monsieur lui dire mais c'est pas marrant. Elle dit mais je le connais pas moi à la base. Mais ma cousine m'a lâché, quoi. C'est un moment très gênant. Et c'est ça justement. Du coup, comment on rebondit avec ça? Comment rebondir? Alors, il y a une chute qui m'a sauvé. C'est quoi? C'est que j'ai réussi à improviser. À la fin, je jouais et j'ai entendu les ambulances. D'accord. Mais à la base, on n'entend pas les sirènes quand t'es à l'intérieur. C'est tellement bien isolé, on les entendait. Et ça sonnait tellement fort, j'ai dit bon je pense qu'il va me chercher. Je suis parti sur cette chute. Le spontané il est revenu. Le spontané est revenu, voilà, parce que en fait, quand tu montes sur scène et tout, tu te dis putain, j'ai perdu tous mes moyens. J'étais plus le mec marrant. J'étais un mec, un petit beauf qui voulait faire des blagues devant. C'était nul, quoi, tu vois. Et c'est là où tu te dis mais putain, mais le stand-up c'est pas ça, c'est vraiment il faut écrire, il faut tester des blagues, il faut les roder, moi je pensais que c'était ça, quoi. Quand t'es sorti de scène, comment les autres humoristes ils t'ont parlé après? Ah moi ils m'ont pas touché, j'ai l'impression que j'avais la lèpre. Hein. J'avais le DAS moi, c'était pour eux. Ah non, mais en fait, il y en a plein, ils me disaient c'est pas grave, nous aussi au début on était pas marrants. Je dis merci, c'est gentil les gars. Vous êtes là pour me reconforter, ça fait plaisir. Ah ouais, les gars, vraiment, c'était... Et dans les couloirs, quoi. Le couloir, c'était magnifique. Je fais une petite digression. À l'époque, aujourd'hui, donc, tu fais du sport de combat, du MMA, je crois. Enfin, je veux pas me tromper, hein, mais tu es dans ce type de sport de combat-là. Est-ce qu'à l'époque, déjà, t'en pratiquais? Oui, bien sûr. J'ai commencé très tôt, moi, les sports de combat. Pour moi, c'est comme un ring. C'est-à-dire, t'es monté sur le ring, t'as fait ton premier combat. Bien sûr. Mon premier combat, c'est ça, déjà. Parce que, tu sais, quand t'es bègue et tout, c'est, mec, même le gros, il se fout de ta gueule tous les jours, quoi. Imagine le gros, il se fout de ta gueule, mec, tous les jours. Il y a lui, tout le monde se fout de sa gueule, donc toi, t'arrives et fait, ah, bah, tiens, il y a la tête de Turc, il y a le Joker qui est là. Donc c'était, voilà, donc, mon seul défouloir, tu sais, j'étais jeune et il me fallait un lieu
où je me sentais bien, quoi. Et c'était les sports de combat. J'allais à la boxe taille, c'était mon défouloir. C'était ce moment où je pouvais lâcher cette rage, cette haine, tu vois, que j'avais en moi, tu vois. Parce qu'il faut savoir qu'un bègue, il est très impulsif. D'accord. Le bègue, il est impulsif parce que il est tellement bloqué. Il a tellement des tocs là-dessus que face à une attaque, face à une injustice, il peut péter un câble Oui, il peut y avoir des accès de violence. des actions de violence, D'accord. juste parce qu'il a des blocages, en fait, tu vois. Et bah moi, du coup, que de me venger sur mes collègues et les tabasser, bah moi j'allais à la boxe, tu vois. Donc pour canaliser Tout contrôler ça, le truc, un peu contrer comme, tout ça un peu comme et Hulk, gérer. tu vois, qui Ouais, lâche, quoi, tu vois. un peu ça, mais c'était vraiment Ouais. le côté où j'avais besoin de me retrouver, de me mettre face à un danger, tout en minimisant un petit peu les moqueries que je prenais à l'école, quoi. Et donc quand tu as géré cet épisode de bide, est-ce que à ce moment-là dans ta tête c'était sport de combat, c'est-à-dire tu dis ok, je prends les coups, j'attends. Exactement. Bah en fait, il y a ce côté, bah d'ailleurs ce qui m'a d'ailleurs sauvé, c'était ça, c'est le côté où je disais putain, mais en fait au début j'avais pas pris la scène comme un ring, parce que là sur le ring t'es seul face à un mec qui veut vraiment te faire du sale, hein. Oui. T'es face à un mec qui, pour lui, t'as insulté sa mère, hein. Alors que tu le connais pas, hein. Mais moi je lui dis voilà, Il veut te défoncer. voilà, il veut te défoncer. Ouais. Il a un projet, c'est ça. Mais face à plusieurs personnes qui sont venues rire, je me suis dit j'ai pas pris la scène comme ça. Au début, je l'ai pas considéré comme un ring, en fait. Je me suis dit mais c'est un lieu de kiff, de plaisir et tout. Je suis arrivé, waouh. Et dans ma tête, et c'est après justement Ouais. ce moment de solitude que je me suis dit mais en fait, il faut que je prenne la scène comme un ring, en fait. C'est j'envoie, il envoie. C'est comme un combat, gauche-droite, hop. La vanne, c'est comme ça, tu vois. Parce que ton humour, on va revenir là-dessus, tu as fait combien, 2 spectacles? Des spectacles. Ouais. Ok. Dans ton écriture de spectacle, est-ce que donc le côté combat, fighting, il est là à chaque fois? C'est-à-dire que tu as repris pour toi comme un gars qui fait du MMA, qui fait du stand-up. Bah oui, il y a une similitude. Côté soumission. Bien toi, sûr, le- bien toi, sûr. Bah, Ouais. on a tous envie de soumettre le public, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, on a tous envie de le faire, tu vois. T'as envie d'avoir le public avec toi qui vient te voir à la fin et dire mec, incroyable ce que tu nous as fait, quoi. Merci pour ce moment, tu vois. Et c'est pareil, c'est comme un combat. Si tu mets un bon KO dans un combat, les gens viendront te voir et te diront mec, félicitations, bravo pour le combat, c'était magnifique. Et ça te fait gagner des points, ça fait parler de toi. C'est pareil le stand-up, tu vois. Alors justement, après ce fameux épisode du bide, t'as rebondi et comment tu t'es mis à écrire, est-ce que t'as des gens que t'as rencontrés qui t'ont aidé? J'avais rencontré parce que honnêtement, après ce beat, pendant 6 mois, je montais pas sur. Déjà, je jouais nulle part, tu vois. Pendant 6 mois, j'étais planqué chez moi, j'avais peur, même la voisine qui me voyait. Bonjour, vous étiez au Comedy Club aussi? Vous m'avez vu, madame? Non, ok, tant pour moi. C'était tellement dur, tu vois. Donc ça va, c'est ce genre de choses. Autour de moi, j'avais des amis qui me disaient franchement, c'est compliqué, lâche l'affaire. Ah ouais. Ouais, j'ai eu ça, tu vois. Les gens qui sont venus me voir ce soir au Comedy Club là, ils m'ont dit écoute, franchement, je pense pas que ce soit fait pour toi, tu vois. Donc quand t'as des amis comme ça qui te cassent dès le départ, déjà que tu viens de te prendre un mur, ils viennent derrière après pour te mettre un coup, c'était violent, tu vois. Et donc non, et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré des personnages. 6 mois plus tard, j'ai rencontré un mec et tout qui m'a dit qu'il était metteur en scène. J'ai dit vas-y, pourquoi pas. Et d'un coup, il arrive, il me dit oui, on va parler de la bite des Noirs. J'ai dit allez, merci, au revoir. Ce mec, c'est un ouf, lui. Et pareil, un jour, je rencontre aussi un autre metteur en scène. Et apparemment, il me demande de jouer avec mon corps, un personnage. J'ai dit allez, je me casse ici. Voilà, donc et, du coup, Un peu comme à l'époque du Vigile, c'est-à-dire à chaque fois des stéréotypes, ils viennent te chercher. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, c'était un peu chiant. Ouais. Et j'ai commencé à écrire tout seul dans mon coin. Et les rencontres sont arrivées après, quoi. Parce que une fois t'as fait une émission de télé, là même les pros commencent à te regarder, quoi, tu vois. Mais au début, personne te calcule. Parce que t'as fait comment après pour retrouver à faire un sketch au Jamel, sachant que t'avais une mauvaise expérience la première fois? Parce que entre 2013, il y a Jamel, après 2014, il y a Montreux. Enfin, il y a une espèce de continuité. Ah oui, en fait, j'ai fait 2013. Alors, c'est que moi, je commence au Paname en 2012, avril 2012. Je joue, je me bats.
Première fois, je joue, ça rigole. Après, plus j'avance, plus ça rigole de moins en moins. Je dis, mais il y a un problème et tout, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais pas justement mis encore dans ma tête que voilà tu jouais beaucoup à l'époque là, tu faisais beaucoup de scènes. Je faisais les laboratoires, les labos du rire, tu vois. Je veux dire beaucoup de séances comme un entraînement, c'est-à-dire beaucoup de travail. Fait, moi je travaillais toujours en tant que vendeur aux Galeries Lafayette, et quand je terminais là-bas, et je venais immédiatement au Paname, tu vois. D'accord. Tout de suite je venais au Paname. Comme à la salle quoi. Comme à la salle, j'essayais de venir trouver un petit créneau, je pouvais jouer, ou si on me disait viens, il y a le labo du rire, je venais jouer au labo du rire, tu vois, voilà. Et j'enchaînais avec des fois la boxe, tu vois, des fois j'enchaînais, mais je voulais être régulier et voir comment les collègues qui avaient plus de niveau que moi, comment ils géraient la scène, la respiration, tout ça, parce que c'est des choses que tu vois pas toi, tu vois. Et je venais, je me mettais au fond de la salle, je regardais les gars jouer, tout ça, et Kader Haroun m'avait donné un bon conseil là-dessus à l'époque quand il m'avait vu, il m'a dit regarde un petit peu les autres, regarde un petit peu ce qu'ils font. Tu vois, il m'a donné un bon conseil là-dessus en me disant regarde un petit peu, regarde comment ils s'amusent, comment ils sont à l'aise, le jeu de jambes, voilà, et comme un boxeur, parce que nous les boxeurs on se regarde beaucoup, tu vois, entre nous, et Kader m'avait donné cette idée, et il m'a dit vas-y, va dans la salle, ne prends pas la tête de vouloir jouer, va, regarde. Et il avait raison, même Karim. Il t'a retiré la pression, c'est-à-dire que tu dis oui, parce qu'en fait, même, tu sais, parce que je vois beaucoup de collègues et tout qui se plaignent, mais je joue pas. Des fois, t'as envie de dire, mec, prends ton temps. C'est mieux, prends ton temps. Ça sert à rien de vouloir courir. Ça sert à rien. Mec, c'est un marathon. Le but, c'est quoi? C'est d'atteindre d'atteindre le but final, tu vois. La ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, le but, c'est ça, en fait. Et du coup, t'en as plein. Ils veulent passer, dans leur tête, c'est pas un marathon, c'est le même si tu as dit c'est un marathon, ils veulent taper quand même le 100 mètres. Non, mais attends, vas-y, je prends le scooter, j'arrive avant tout le monde. Ouais. Tu vois, t'as envie de le dire, mais il y a des étapes, quoi, malheureusement. On pose souvent la même question aux humoristes qui ont joué au Paname. Là, on est au Paname sur la scène, là. Ces murs-là, tu les vois, qu'est-ce que... Ces murs-là? J'ai beaucoup de collègues qui sont morts là. Moi, je vois, vous voyez des carreaux, moi, je vois des visages, Moi, je vois des âmes et tout. Je dis, s'il te plaît, non, j'ai fini sur cette blague. J'en ai, c'est mûr. Comme des fantômes, quoi. Mais c'est des fantômes, c'est une sale hantée, moi. Moi, tout seul ici, ils me parlent, les gars. J'entends des voix, J'entends j'ai les flashs quand je vais ici, tu vois. C'est quoi tes meilleurs moments ici? Les meilleurs moments. Putain, il y en a tellement. Parce que cette salle est tellement mythique. T'as plus rigolé, quoi. Mais j'ai plus rigolé. Ouais. En fait, sur scène, tu veux dire? C'est toi qui vois. Sur scène. Oui, alors, je t'explique. Un jour, on commence, moi, du coup, je faisais les plateaux du soir. Donc, Karim commençait à me faire confiance et tout. Du coup, il me faisait faire les plateaux du soir et tout. Je commençais à avoir le niveau pour pouvoir jouer. Et des fois, c'est moi qui animais la soirée. J'anime et je clôture. Et t'as un humoriste apparemment il s'appelle Robert, je suis oublié le nom, Robert Hearn, l'américain. Bonjour Robert. Voilà. Si jamais t'écoutes. Robert, what's up bro? Il est dans le Minnesota, pardon. Il est dans le Minnesota, ouais. Il est avec les routiers là, il est en train de bloquer les routes. Allez, t'inquiète, la liberté. Et du coup, il demande à Karim de jouer le soir. Karim il dit non. C'est Karim en fait. Il y en a beaucoup, ils vont dire, ouais, mais Karim, il est dur. Karim Kachour, qui est le propriétaire du Paname. Il y en a beaucoup, ils diront, Karim, il est dur. Karim n'est pas qu'il est dur. Karim, c'est qu'il pense à ton bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi aussi, au début, je disais, putain, il est dur avec moi. Mais avec le recul, putain, Karim m'a beaucoup aidé, quoi, tu vois. Le fait de me dire, non, t'es pas prêt. Non, t'as pas le niveau par rapport aux autres. Et moi, je comprenais pas. Je dis, non, mais attends, j'ai fait rire les gens. Comment ça se fait? Non, mais il a raison. Et ce soir-là, Robert, il insiste. Ouais, Robert, Karim, tu ne veux pas me faire jouer. Ce n'est pas normal, c'est scandaleux. Karim, il fait, vas-y, fais 5 minutes. Écoute-moi bien, les 5 minutes que Robert a vécu ici. J'étais là. Tu étais là en plus. Oui. Il monte sur scène. À 1h du matin, un samedi, déjà, faut préciser que c'est quand même un plateau assez bizarre. C'est l'horaire particulier. Le public, il est très très chaud. Le public est très dur. Vraiment, eux, il faut aller les chercher, quoi. C'est le meilleur centre de formation. Et Robert, il monte sur scène et hey, hello, ça va, bien, je m'appelle Robert, je viens de Minnesota. Après, il fait des blagues dessus, hop, il y a un silence. T'entends la clim là? T'entends le bruit du moteur? C'était ça. Même une mouche volait, quoi. Même une mouche, vraiment. Ouais. Et il refait encore une deuxième blague. Ça rigole pas. Troisième. Après, il dit au public, vous voulez que je parle de quoi? Ils ne répondent pas. Ok, j'en ai une autre. Après, il fait encore un sketch.
Ça rigole pas. Bon, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là tout de suite. C'est qui le prochain? Il y a personne dans la loge. Putain. Il n'y avait pas de prochain. Ouais, j'étais là, il y avait personne, savoir qu'il y avait le seul humoriste qui était moment de derrière, solitude, quoi. il n'était pas censé jouer. Il était pas censé jouer. C'est qui le prochain? Hey les gars, help me! Et là, toi, t'es où à ce moment-là? C'est quand ils sont le help me que je dis à David, va falloir que j'aille là, c'est pas Mais possible. là, t'es où là? T'es dans la salle? Moi, tu je suis fais à quoi, la là? loge, moi. Parce qu'en Derrière, fait, mais t'es bah pas oui. censé passer en fait. Non, moi je passe à la fin, en dernier, tu vois, parce que j'ai animé. Et j'entends le help me, please! Help! Bro, help! Et le public se retourne, mais qu'est-ce qui se passe? Le pauvre, on dirait qu'on est en train de le torturer. Le pauvre Robert. C'est tellement dur. Robert, si tu nous entends depuis le paradis. Et bon, non, vraiment, pour te dire, c'était, donc ce moment-là m'a tellement, j'en pouvais plus, quoi. J'en rigole aujourd'hui parce que même des fois, je croise Robert, je fais, hey, Robert, help! Help me! Et, je suis pour moi fier que j'ai sauvé un Américain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Je pourrais en parler plus tard à mes enfants. Tu vas sauver de la honte. J'ai sauvé la honte, effectivement. Merci Robert. Bravo. On t'embrasse. Merci. On t'embrasse. Donc t'as fait ton, donc Ouais, Paname on où va t'as tirer un roulé peu ta par bosse, rapport, ouais. pour ainsi dire. Tout ça, comment tu, ouais. Et après t'as eu ton spectacle et donc là maintenant t'as un Ah, deuxième là, spectacle. c'est En fait, c'est que simple. En fait, c'est que je pars du Paname, je me donne à fond, et je pars du labo du rire pour faire Jamel Comedy Club. C'est tellement rare. D'accord. Tu pourrais demander à n'importe qui ici. Personne ne sortait du labo pour faire le Comedy Club. Il y a beaucoup de mecs confirmés qui faisaient toujours pas le Comedy Club. Je suis arrivé comme un ovni. Je suis dans mon coin, je bossais. C'était dur. Un soir, je suis allé au Comedy Club. Je me suis donné à fond. Et ils m'ont pris pour l'émission. Ils m'ont pris pour la troupe. Je suis venu ici, ils m'ont tous dit, mais quoi? Charlie du labo du rire va faire la troupe de comédie. Ah, ouais. Et c'est parti de là, en fait. Et quelques mois plus tard, je suis sélectionné pour le concours du Montreux Contest. Raconte tout parce que Voilà. t'as été. Et j'ai été vainqueur de ce concours. C'était à Bobino. On va juste préciser quel type de concours c'était parce que ça s'adresse à la francophonie. Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, il y a 200-300 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Donc toi, tu t'adresses aussi à ces gens-là. Et donc, tu as gagné ce concours-là. J'ai gagné le concours. Ouais. J'étais à Bobino devant 900 personnes. Et ils m'ont mis à la fin. Ils nous ont dit du coup 10 finalistes. J'étais sélectionné directement en finale. Et ils m'ont mis à la fin. J'avais peur, quoi. Je me suis dit, les gars, mais t'es en dernier et tout. C'est pas possible. Et là, j'ai Jérémy Ferrari qui vient me voir et il dit, écoute, si t'en mis dernier, c'est peut-être pour mieux finir la soirée. J'ai dit, non, mais c'est ça, ouais, la disquette, ouais. Parce que lui, il avait son artiste et tout qui jouait en milieu. J'ai dit, ouais, c'est ça, ouais. Laura Lone et tout, d'ailleurs, c'est son artiste à l'époque. D'accord. Et j'ai le Grégoire Fureur, le directeur du Comedy Club, du Montreux Festival, qui me dit, écoute, si on t'a mis dernier, c'est vraiment pour mieux finir la soirée. Je dis, ouais, bien sûr, ouais. Et dans ma tête, il me dit, il y a un petit stress et tout. Je monte sur scène. Je me donne à fond, mais à fond. L'énergie, la folie, tout. Et ça se passe très bien. Il y a tout qui rentre. Il y a tout qui rentre. Il y a 900 personnes. 900 personnes, un strike. C'est blindé. Blindé. C'est filmé, c'est enregistré ou parce que c'est passé à la télé à un moment donné? Non, celui-là, non. Ça n'a pas été diffusé. Ça n'a pas été diffusé. Okay. Et du coup, c'est ça qui m'a donné, j'ai été nommé le même soir le grand vainqueur le grand vainqueur de ce prix, quoi, du Montreux Contest, et qui m'a donné accès au Montreux, qui m'a donné, justement, j'ai été invité à aller jouer à Montreux. Ça a été filmé, ça, par contre. C'est cette partie-là qui a été filmée, effectivement. Et quelques années plus tard, 2019, du coup, j'ai fait le festival de Montreux dans la grande salle. En étant confirmé. Voilà, en étant confirmé, en arrivant. Parce qu'entre-temps, il y a les SECPA. Il y a les SECPA aussi, c'est vrai. Parce que j'ai écouté un autre podcast que tu as fait, qui est très bien, Paris, Radio Paris. Talk show. Ouais, je sais pas comment s'appelle l'émission, bref, elle est super. Où tu racontes que quand tu as commencé les SECPA, il y a beaucoup de gens du monde entier en Afrique aussi, notamment, qui te captaient, qui disaient, ah ouais, je te connais, je t'ai vu dans les SECPA. C'est vrai, oui. Donc ce humour-là du SECPA s'adresse à au tous les gamins entier. du monde, en fait. Oui, bien sûr. Raconte-nous un peu les SECPA, comment tu t'es retrouvé là-dessus et est-ce que ça... Les SECPA, comment je me suis retrouvé là-dessus, c'est que j'ai Hichem Bougueraba, on est vachement proches et tout, et un jour il m'appelle, il me dit, Charlie, écoute, j'ai une idée. J'ai dit quoi? Il me dit, ouais, j'aimerais bien, si on fait une web-série sur une classe de fous, les mecs qui ils foutent un peu le bordel dans la classe. Il me dit, ouais, ça peut le faire et tout. Il me dit, ouais, mais je sais pas comment
comment on peut l'appeler? J'ai dit, je sais pas, moi, il y a des secpas, tout ça. Il me dit, ouais, les secpas, ça, c'est pas mal et tout. Il me dit, franchement, ce serait bien qu'on fasse une classe comme ça. Du coup, je lui ai dit, vas-y, bah, tu peux compter sur moi. Du coup, je fonce à Marseille. Je vais à Marseille et tout, quand on tourne, on fait déjà un premier essai. Ouais. On prend une équipe, on prend déjà une première équipe. On fait le premier tournage. C'est pas ça. Il manque un truc. Et Hichem, du coup, bah, il a réussi à avoir, du coup, Bouchra Beno, qui est venu, du coup. Kader Bono, on l'a rappelé aussi après. Il a fait venir après des potes de Marseille et tout, qui sont venus, et c'est ça, aujourd'hui, qui a fait, Parce que c'est un mélange d'humoriste et de comédien confirmé. C'est un peu comme H, à l'époque. Ouais, en fait, les secpas, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, en fait, tu vois. C'est une filiation, quoi. C'est-à-dire que c'est les nouveaux H, quoi. Voilà, c'est ça. Les bras cassés. Les bras cassés, c'est avec eux. Exactement. Encadrés par des gens sérieux. Ou les sous-doués, Ouais. Et justement, t'as beaucoup de guests, là, qui sont dans le film, là, qui va sortir. Ouais, il y a beaucoup de guests. On a pas mal, Comment ça s'est passé, le tournage? Très bien. Très bien. Ils nous ont offert 3 paquets de chips pour le mois. Bien. Non, je peux te garantir que, parce qu'il y a des partenaires qui nous ont lâchés, donc. Le catering, ouais, d'accord. Ouais, donc, c'est logique. Donc, si les partenaires nous lâchent, donc, automatiquement, il va falloir qu'on fasse un effort. Parce que nous, on voulait voir, on savait que le film avait un potentiel. On voulait qu'il voit le jour. On voulait qu'un jour le film puisse sortir et qu'on puisse dire, ah bah tiens, enfin, on a fait un film qui part du projet Les Secpas. Et vu qu'il y a quelques problèmes au niveau du budget, donc à cause des partenaires qui se sont enfuis, on nous a dit, bah les gars, est-ce que vous êtes prêts à faire un sacrifice? Hanouna était déjà dans le projet au départ ou il est venu après? Hanouna, il est arrivé, on va dire, ouais, je sais pas s'il est arrivé après ou avant. Au début, il disait, ouais, je vais peut-être coproduire avec vous. Et tu connais les promesses, hein, la télé, ça va vite. Hein. Mais après, maintenant, je sais pas, est-ce qu'il a aidé? Est-ce que c'est après qu'il s'est lancé? Mais au début, on a le Mandarin Prod qui vraiment. Mandarin, c'est une grosse maison. Je crois qu'ils ont fait OSS. Ils ont fait OSS. Ouais. Ils ont fait. C'est eux qui font valider aussi. Ouais, d'accord. C'est eux qui ont fait La Vie scolaire. Ils ont fait pas mal de films. Ouais. C'est une grosse prod. Et il y a Kalouche Production aussi. Et donc voilà. Et derrière, après, nous, je pense que derrière, ils se sont dit, ah, le film ne marchera pas. Parce que sortir de YouTube et cartonner au cinéma, c'est impossible. C'est possible de faire un beau film, tu vois. Et avec l'équipe Hakim et Ali qui sont très 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 forts, très très marrants et très forts. Oui. Pour l'écriture, ah oui, l'écriture c'était comment? Ali Bougueraba, les mecs, là on parle d'un mec qui a eu le Molière quand même. C'est ça. Donc c'est pas n'importe qui, tu vois. Qui a travaillé avec Nawel Madani sur son premier film. Vous avez écrit ensemble les sketchs? Non, en fait, ils ont écrit le film. Ils nous ont envoyé le scénario, on a tous checké. À un moment, ce qui est bien, c'est que moi, quand je trouvais une vanne n'était pas si forte, j'allais voir Ali ou Hakim. J'ai dit, Hakim, est-ce que je peux dire ça? Parce que je trouve que c'est plus fort, c'est marrant, je trouve que l'idée est pas mal. Des fois, quand j'avais une idée, je proposais. Et ce qui est bien vraiment, voilà pourquoi de ce tournage, j'étais vraiment top. Pendant le tournage, quoi, tu vois. Ou le jour même, tu sais, on me disait, tiens, t'as telle séquence à apprendre pour demain. D'accord. J'ai pris, du coup, la séquence, j'étais à fond et je voyais un truc, je disais, ah, on peut peut-être rajouter un truc, ça peut être sympa, pourquoi pas. Et je venais, je disais, les gars, moi j'ai pensé à ça, est-ce que on peut... Il me dit, ah, écoute, vas-y, pourquoi pas, parce que ça correspondait à ton jeu, en fait. Ça correspondait à mon jeu, ça correspondait à ma personnalité, parce que moi aussi, en gros, je voulais pas perdre ma personnalité parce que c'était un film, tu vois. Je voulais quand même qu'on les gens se disent, ah, mais ça c'est Charlie, tu vois. Tu vois, quand on vient voir un film en mode, ok, il a pas joué un personnage, c'est Charlie, tu vois. Donc c'est ça vraiment, c'est rare dans les tournages. Il y a combien de Charlie Niobé dans ton personnage? C'est ce que tu représentes sur scène, du personnage que tu as créé. Waouh. On va jamais poser ces questions. Ouais. Moi j'aurais demandé ça. Combien de Charlie Niobé? Il y en a pas mal, hein. Oui, il y en a pas mal, hein. Il y a Charlie le mec qui aime bien provoquer. Il y a Charlie qui aime justicier bien aussi, un peu, ouais, redresseur de tort. Ouais, il y a séducteur. Un super-héros, c'est-à-dire le gars qui vient qui Batman. Il y a un peu ça, il y a ce côté-là où je suis un peu fan des super-héros. Donc ouais, tu aimes bien Avengers, tous ces trucs-là. J'adore. Est-ce qui est ton super-héros favori? Ah bah ça reste Batman, frère. Batman. Ah ouais.
La légende. Ça reste Batman. Il y a aussi Paul Biya, qui est un super-héros. Qu'est-ce que t'as c'est pensé un très grand voleur, hein. du film Black Panther? Tu l'as Black vu? Panther, oui, Ouais. j'ai bien aimé, mais par contre, les Noirs sont un peu trop enflammés, là. Il y en a, ils pensaient que c'était la libération de l'Afrique, quoi. Ouais. Il y en a, ils sont, Wakanda, ouais, ouais, ça va, les gars, calmez-vous. Ça, c'est va. plus les Américains, on va dire. Oui, mais là, en Afrique Je veux aussi. dire, toi, ayant vécu là-bas. Les Noirs de France aussi, attention, Oui. ils se sont lâchés. Hein. Il fallait les voir au cinéma. Quand ils sortaient du film, après la peine, ils sortaient du film, ils levaient carrément le point, genre, les gars, c'est pas le Black Panther, là, c'est pas, calmez-vous. Tu vois, juste, c'était un film, et c'est vrai que le film, il dénonce un petit peu, si vraiment tu regardes bien ce film, il y a des messages, tu vois. Le réalisateur, il a été vraiment, vraiment très fort là-dessus. Il a réussi à véhiculer des messages et des choses, mais de ouf qui se passent en Afrique. Quand on voit le mec, par exemple, Jordan s'appelle, Michael, comment s'appelle Ah, l'acteur principal, l'acteur. ouais, qui est mort, malheureusement, paix à son âme. Chadwick? Mackie Chadwick, non, il y a non, l'autre. Non, pas lui. Non. Il y a l'autre qui vient en fait pour récupérer l'œuvre d'art celui qui joue avec lui. Ceux qui Pas jouent le avec rôle lui. principal, l'autre. Ouais, D'accord. l'autre. J'ai oublié son nom. Le deuxième rôle principal. Lui qui Ouais. vient pour récupérer l'œuvre d'art dans un musée occidental. La meuf lui vend le truc, elle lui raconte le truc, c'est comme ça a été, je sais pas quoi, offert par le roi. Le mec il dit non, ça a été volé. Elle dit non, ça n'a pas été volé, si ça a été volé. Et c'est triste, mais c'est vrai. Tu rentres au musée du Quai Branly, excuse-moi, tu arrives, excuse-moi, il y a quoi de français ici? Quasiment rien. Tout a été volé, quoi, tu vois. Le musée que Jacques Chirac l'a ouvert à Paris, c'était C'est le musée Jacques Chirac, d'ailleurs. Jacques Chirac, ouais. Maintenant, c'est Jacques Chirac, il l'appelle maintenant. Non, ouais, c'est le. Ils ont changé de nom. Alors, il y en a qui Là, disent c'est le Quai alors- Branly ou Jacques Chirac. Alors, il y en a qui disent qu'ils rendent hommage, en fait, C'est ça. aux cultures du monde entier. Ouais. Tu vois, tout se situe sur du pillage. Ouais, mais oui, tu rends hommage. Donc c'est comme si, tu rends hommage. Excuse-moi, hein, tu rends pas hommage en volant les choses des gens. Mhm. Si tu veux rendre hommage, tu te déplaces pour aller chez eux. Alors, eux disent que ça a été volé il y a très longtemps. Oui, Et mais- qu'ils oui, ne ça- sont pas coupables eux-mêmes de leur Oui, fait. mais ça C'est ce que je reste, veux dire, c'est leur version à eux. oui, mais ça reste du vol. Pour toi, tu l'as. Non, mais Ouais. je vais pas croiser un mec qui a volé ma voiture. Il passe devant moi, il me fait ça, frérot. Je fais, mais c'est ma voiture. Non, mais ça a été volé par mon père, hein, tu sais, Oui. à l'époque et tout. Mais C'est pas mal coupable. non, elle est à moi. Franchement, t'as vu, j'ai changé la couleur, c'est pas mal, non? Ouais. T'aimes bien ou pas? Tu veux que Je te kiffe dépose? ta caisse, elle est géniale. Moi, je te dépose. Et je te rends hommage, en fait, quand je vois Voilà, le mec est ça, le mec est vrai, je te rends Tu devrais être hommage. fier. Tu vois? C'est D'accord. comme la technique, c'est comme ça fait à la phase de la colonisation où les gens disent, oui, mais ça quand même, la colonisation a quand même des côtés positifs. Ah bon? Mm. Ah ouais, d'accord. Donc, colonisation, c'est-à-dire qu'on te pille, on te persécute, on exécute, on te fait changer ta culture, ton histoire, on efface ton histoire, on t'impose une culture, on t'impose un nom, on te change même ton nom. Tu vois ce que je veux dire? Et la personne revient encore pour te dire, chez toi, après d'avoir tout bousillé, il revient chez toi, il fait, par contre, il faut que tu mettes l'essence dans ma voiture tous les mois. C'est possible ou pas? Parce que c'est ça la colonisation. Parce que derrière, ils ont mis en place le franc CFA, ils ont mis en place une politique qui fait en sorte que l'Afrique reverse de l'argent chaque année à la France, et ça, personne n'en parle, tu vois. Il y a des milliards et des milliards. Avec la dette. Avec la fameuse dette coloniale. Bon, on sait toujours pas quelle dette, on sait toujours pas ce qu'on la doit, mais on sait qu'ils nous doivent beaucoup, mais c'est à nous de payer cette fameuse dette. Et quand on entend aujourd'hui les Zemmour dire, ah oui, on aide la France, on aide les immigrés, t'as envie de dire, Zemmour, calme-toi. L'Afrique donne plus de 400 milliards d'euros à la France chaque année et tu dis rien du tout. Donc si tu prends 20 milliards pour donner à la CAF, ça va. Et ce qui est ouf, c'est de voir juste, tu sais, les entendre parler des aides. On débloque 60 millions d'euros pour aider l'Afrique. Tu dis, mais 60 millions? Attends, vous foutez de la gueule de qui, là, en fait? On vous donne 400 milliards, vous vous donnez 60 millions à l'Afrique. C'est quand même incroyable. C'est le mec qui vient voler chez toi et il revient te voir. Frérot, tiens, j'ai un paquet de chips pour toi, là. Bon appétit. Hein. Ouais, bah, c'est pas grave, tu vois. C'est un peu ça, en fait. Et toi, il y a des sujets maintenant là que tu aimerais bien voir avant de terminer, juste des autres sujets que tu verrais bien traiter, qui t'interpellent. Bah, bien évidemment, là, en ce moment, on est dans une espèce de mouvance. On parle beaucoup de tout ce qui est le futur. On parle beaucoup de. Donc, il y a des choses, voilà, et peut-être faire un sketch futuriste où je suis en train d'imaginer la suite de tout ce qui nous arrive, tu vois. Imaginer le monde d'après. Ouais.
C'est ça justement, je me dis, il y a un truc à faire là-dessus. Ouais, l'humanité augmentée. Voilà, l'humanité augmentée, l'immortalité, puisque c'est l'objectif aujourd'hui, c'est ce dont les médias nous en parlent beaucoup. On nous parle de l'immortalité, pardon. Donc on veut peut-être nous laisser vivants pendant des années. Frère, moi je suis au chômage, j'ai envie de partir à un moment donné, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas non plus me regarder tous les jours dans la classe en me disant, allez, encore 2000 ans. Ok. Juste pour donc voilà, c'est deux donc projets qui sont donc le spectacle, enfin je veux dire le SECPA, le film. Allez voir les SECPA, le film qui va sortir au cinéma le 20 avril. Le 20 avril, allez le voir les amis. Et la scène, La scène, comment ça se passe? La scène, ça se passe. Écoute, là, ça se passe, c'est que là, j'ai le film. On a encore un deuxième. On a tourné le deuxième aussi, le SECPA 2. Ah, la suite est déjà signée. La suite est déjà en plein là, oui, en écriture. D'accord. Et il y a le 2 et le 3, tu vois. Donc le deuxième, c'est soit en Thaïlande. C'est une trilogie. C'est une trilogie. Non. Ouais, c'est soit. Attends, tu peux pas tout dévoiler. Ah, je peux pas. Ah bon. Je Spoil sais pas pas le par 2. rapport à ta prod, c'est C'est en exclusivité que tu nous dis ça, qu'il y a un 2 C'est et un en 3. exclusivité, les amis. T'as signé, je veux dire, c'est bon. Pour toi, ça va être fait. Ouais, c'est à moins qu'il trouve un autre noir qui me remplace, mais normalement. Suite à tes propos sur les propos sur si demain après-demain. Un jumeau de Charlie. Voilà, si demain après-demain, je fais un voyage au Cameroun et je ne reviens pas, pour des raisons de sécurité, bien évidemment, je serais peut-être maudit changé par Edson Dembélé ou il y a des noirs, il y en a pas mal. Hein, et la scène, comment ça se passe? La scène, écoute, là j'ai mon spectacle, là vraiment, je suis très content, je suis très content de ce spectacle parce que j'ai vraiment, c'est mon meilleur spectacle depuis que je fais du one man et il a un sens, il y a un truc, vraiment je suis content, je suis vraiment fier et je continue toujours à le jouer. Là j'ai quelques dates un peu en tournée, mais là l'objectif pour moi d'abord c'était d'abord de finir de faire l'avant-première du film. D'accord. Et une fois après l'avant-première, j'entame des tournées un petit peu partout. Et une résidence à Paris, tu te vois jouer sur une salle régulièrement? Je voulais. Je cogitais là-dessus avec mon manager. On était en train de voir un petit peu est-ce qu'on prend une salle. Mais j'avais peur, en fait, avec l'histoire de jour. Je me suis dit, à quel moment, il y a aussi le pass vaccinal, quoi. Moi, j'ai un public, par exemple, qui me connaît, dans ce qu'ils savent que je suis un peu contre tout ça. Et, donc, j'attends que le pass disparaisse et bien évidemment, je reviendrai avec mon spectacle derrière, en tout cas à Paris. Super, écoute, c'est tout. Merci, plein de réussites pour la suite de ta carrière. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé tes expériences. Ouais. Et ta franchise, merci pour la franchise. Et ta franchise. Écoutez, ça ne changera pas. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Merci, au revoir. Merci. Le Pitch Club.